Avant que nous ne construisions des gratte-ciel, avant que nous ne tracions des routes à travers les montagnes, avant même l'idée de nation, d'argent ou de mots écrits, il n'y avait que nous. Fragiles, curieux, de petites bandes d'êtres humains, aux confins d'un monde d'une immensité inconcevable. Nous ne sommes là que depuis l'équivalent d'un clin d'œil à l'échelle cosmique, et pourtant, en ce bref instant, nous avons transformé la planète plus que n'importe quelle autre espèce de l'histoire de la Terre. Voici l'histoire de la façon dont nous en sommes arrivés là, l'histoire de nous tous. Imaginez les tout premiers humains, non pas des rois, des guerriers ou des savants, mais de simples familles réunies, se racontant des histoires dans l'obscurité. Pas de ville, pas de frontières, seulement survivre, s'émerveiller et ce désir profond de savoir ce qui se trouve au-delà de l'horizon. À partir de ces premières étincelles de curiosité, nos ancêtres ont entamé un voyage qui s'étendrait sur des continents et des millénaires, inventant des outils, des langues et des systèmes de croyances, trébuchant à travers des âges de découvertes et de catastrophes, jusqu'à façonner le monde moderne dans lequel nous vivons aujourd'hui. Ce n'est pas seulement de l'histoire figée dans des manuels poussiéreux. C'est une saga d'ingéniosité, de conflits, d'amour, d'avidité, d'espoir et de la volonté inlassable de tenir bon. Au cours des 2 prochaines heures, nous parcourons l'histoire complète de l'humanité. Depuis les premiers humains qui arpentaient les plaines africaines, jusqu'à l'essor des empires antiques, à la naissance de la science, de l'industrie et de l'ère numérique. Nous verrons comment les choix du passé résonnent encore dans nos vies aujourd'hui, de façon que nous n'aurions jamais imaginée. Notre récit commence des millions d'années avant même que la civilisation n'existe, à une époque où nous n'étions pas encore nous, où nos ancêtres n'étaient pas encore des humains, mais quelque chose de bien plus ancien. C'est une histoire écrite non seulement dans des ruines et des monuments, mais aussi dans les os, les artefacts et dans l'acide désoxyribonucléique qui est en chacun de nous, Etroni, une histoire qui appartient à chaque culture, à chaque nation, à chaque personne. Et si c'est l'histoire de l'ascension de l'humanité, c'est aussi celle de nos erreurs. Des civilisations entières ont prospéré puis disparu, certaines dans le triomphe, d'autres dans la catastrophe. Les motifs de notre passé peuvent receler des indices, voire des avertissements pour notre avenir. Alors écoutez attentivement. Que vous entendiez ceci chez vous, en déplacement, ou quelque part bien loin du lieu où tout a commencé, ce qui suit est la trajectoire entière de l'aventure humaine. Du premier feu, à la première ville, au premier pas sur la Lune. Voici l'histoire complète de l'humanité. Nous commençons notre récit du périple humain non pas par la civilisation, mais par la survie. Bien avant que n'existe l'écriture, l'agriculture ou même la roue, il existait de toutes petites bandes de premiers humains qui erraient à travers l'Afrique. Ce n'étaient pas encore les humains que vous et moi connaissons aujourd'hui. Nos lointains aïeux s'inscrivaient dans une longue lignée évolutive, partageant la planète avec d'autres créatures aux allures plus humaines, certaines plus grandes, d'autres plus robustes, d'autres encore adaptées à des écosystèmes différents. Homo habilis, Homo erectus, les Néandertaliens, et finalement, Homo sapiens, notre propre espèce. Pendant des millions d'années, les choses furent d'une brutalité simple. Survivre un jour de plus, manger, éviter de finir au menu de quelqu'un d'autre. Et pourtant, même dans cette lutte, quelque chose distinguait nos ancêtres. Ils ne se contentaient pas de réagir à ce qui les entourait. Ils voyaient ce qui pourrait être. Une branche n'était pas qu'une branche. Entre des mains habiles, elle pouvait devenir une lance. Une pierre n'était pas qu'une pierre. On pouvait la tailler en couteau. Cette capacité à penser au-delà de l'instant, à créer des instruments et à planifier, fut notre arme la plus puissante. Elle permettait à de petits groupes d'humains de chasser des animaux bien plus grands et plus agiles qu'eux, de se défendre contre les menaces et de s'aventurer vers de nouveaux mondes. Le feu a tout changé. Ce n'était pas seulement de la lumière dans la nuit ou de la chaleur quand il faisait froid. Le feu nous a permis de cuire les aliments, de libérer davantage de nutriments et d'affranchir nos organismes du fardeau d'un régime entièrement cru. Le feu tenait les bêtes à distance la nuit. Le feu était un foyer, un point de rassemblement pour les premières sociétés où l'on partageait informations, récits et stratégies. Le langage, même sous ses formes les plus rudimentaires, a commencé à souder ces groupes. Nous ne savons pas exactement quand, mais nous savons que les humains se sont mis à un certain moment à utiliser des mots semblables aux nôtres, et que les mots n'étaient pas qu'un bruit.
Ils étaient le partage du savoir, la transmission de l'expérience d'une génération à l'autre. C'était le socle de la culture. Avec le temps, les humains ont commencé à émigrer. Par curiosité, par pénurie de ressources ou à cause des changements climatiques, nos ancêtres ont quitté l'Afrique par vagues à la recherche de nouveaux territoires. Ils ont franchi des montagnes, des déserts et même des océans, s'adaptant à des milieux radicalement différents. Cette migration n'a pas suivi une ligne droite. Certains team groupes ont disparu, d'autres ont fusionné, et la plupart ont évolué indépendamment pendant des milliers d'années. Lorsque les humains se sont aventurés vers des climats plus froids, ils ont utilisé des peaux d'animaux pour se vêtir. Dans les zones arides, ils apprirent à conserver l'eau et à se nourrir dans des terrains hostiles. Survivre, c'était innover. L'art a précédé, et de très loin, le reste de l'histoire humaine. Des centaines de milliers d'années avant les premières villes, des humains ornaient les parois des grottes, taillaient des images dans l'os et l'ivoire, et se parèrent de perles et d'ornements. Ce n'étaient pas de simples parures, c'étaient des signes, des marqueurs d'identité, de croyance et d'appartenance. Elles laissaient entrevoir quelque chose de proprement humain, l'élan de signifier, de laisser une trace, de donner un sens à l'existence. La foi spirituelle et la religion naquirent à cette époque. Les sépultures révèlent qu'on honorait les défunts, imaginant au moins une forme d'existence après la mort. Les rituels et la fabrique des mythes y sont probablement nés, tous deux mobilisés pour expliquer les mystères du monde et unir les sociétés autour de croyances partagées. Mais ce monde n'était pas sûr. Les ères glaciaires imposaient des climats rudes. Prédateurs, maladies et faim prélevaient un lourd tribut en vies humaines. Il n'y avait aucune certitude que les humains triompheraient. En réalité, la majorité des espèces de notre lignée évolutive a fini par s'éteindre. Les Néandertaliens, bien qu'excellents chasseurs, ont disparu il y a environ 40 000 ans, ne laissant derrière eux que nous. Pourquoi Homo sapiens a-t-il perduré et d'autres ont échoué ? Peut-être grâce à notre faculté d'adaptation. Nous pouvions vivre dans les forêts, les plaines et les toundras gelées. Nous savions vivre et travailler en grands groupes, nous répartir les tâches et nous protéger mutuellement. Nous pouvions penser de manière abstraite, planifier l'avenir et créer des outils adaptés à d'innombrables situations. À la fin de cette période, l'humanité s'était répandue sur presque tous les continents. Nous n'avions pas encore bâti de villes ni mis en culture des champs, mais nous avions acquis quelque chose d'aussi essentiel, la capacité de vivre partout. Les bases étaient posées. L'étape suivante allait tout changer, le moment où nous cesserions d'errer pour nous mettre à bâtir. La civilisation était sur le point de naître. Pendant un demi-million d'années ou davantage, les humains vécurent en chasseurs-cueilleurs nomades, migrant au rythme des saisons, suivant les troupeaux et récoltant ce que la terre offrait. C'était une existence souple, durable et incroyablement accordée au rythme de la nature. Mais il y a environ 12 000 ans, tout changea brusquement. À l'issue de la dernière ère glaciaire, des climats plus doux et plus stables s'installèrent. Les forêts s'étendirent, les fleuves s'élargirent, de nouvelles plantes se développèrent. En divers endroits, les êtres humains découvrirent ceci. Des graines semées en terre germaient et poussaient, donnant des fruits auxquels on pourrait revenir plus tard. Ce qui relevait autrefois du hasard devint une intention. L'agriculture commença. Cela ne se produisit pas partout au même moment. Dans le croissant fertile, vaste région du Proche-Orient, on se mit à cultiver le blé et l'orge. En Asie de l'Est, on cultiva le riz et le millet. Dans les Amériques, on domestiqua le maïs, les haricots et les courges. En Afrique, on domestiqua le sorgho et l'ignamé. À des époques et en des lieux différents à travers le globe, on découvrit que la nature pouvait être mise à profit. Les conséquences furent vertigineuses. L'agriculture permit l'accumulation de réserves alimentaires. Ces réserves apportèrent sécurité et protection contre les mauvaises récoltes. Et cette sécurité permit aux populations de rester en place bien plus longtemps que quelques années tout au plus. Des villages commencèrent à apparaître, de petites grappes de maisons autour de terres productives et de points d'eau. La domestication ne se limita pas aux plantes. Les animaux devinrent eux aussi des partenaires. Compagnons des humains depuis des millénaires, les chiens furent sans doute les premiers animaux domestiqués. Moutons, chèvres, bovins et porcs suivirent bientôt, source de viande, de lait,
de peau et de force de travail. Les animaux devinrent une force vivante qui démultipliait la puissance humaine. Ces avancées instaurèrent un nouveau quotidien. La survie ne dépendait plus de la course après les troupeaux, ni de la quête du prochain buisson de baie. On pouvait désormais consacrer du temps à bâtir, créer et planifier. Mais l'agriculture avait un prix. La sédentarité fit croître les populations et plus d'habitants amenèrent de nouveaux problèmes: hygiène, gestion des ressources et organisation sociale. Les maladies se propageaient plus facilement lorsque humains et animaux vivaient en étroite proximité. L'alimentation, moins variée que celle des chasseurs-cueilleurs, favorisa l'apparition de nouvelles maladies. Et avec l'abondance vinrent des conflits, la nourriture pouvait désormais être stockée, volée ou vendue, suscitant de nouvelles tensions sociales. Cependant, les avantages de l'agriculture l'emportaient sur ses inconvénients. Les villages se multiplièrent et gagnèrent en complexité. Les premières constructions permanentes apparurent, maisons en briques de terre crue, greniers, salles communautaires. On se mit à modeler les paysages, à aménager des systèmes d'irrigation et à transformer les pentes en champs, en terrasses. Le commerce devint un ressort essentiel de la vie. Un village doté de bonnes terres pouvait échanger son blé contre de l'obsidienne venue de montagnes lointaines, à tailler en outils plus tranchants. Des réseaux commencèrent à relier des communautés sur de grandes distances, diffusant non seulement des biens, mais aussi des idées, des langues et des technologies. L'art et le rituel évoluèrent à nouveau. À Çatalhöyük, cité anatolienne parmi les plus anciennes connues au monde, on peignait les maisons de couleurs vives, on décorait les murs et l'on dressait des sanctuaires à l'intérieur des foyers. L'agriculture donna aux humains le temps et la sécurité de se consacrer à la culture. Avec la vie établie apparut une nouveauté, les premières formes de direction organisée. Les décisions concernant les droits sur l'eau, les terrains de chasse et le stockage des vivres exigeaient qu'une personne ou un groupe prenne la tête. Ce pouvoir était vraisemblablement lié à la religion ou à l'autorité spirituelle, mêlant gouvernement et croyance. Vers 5000 ans avant notre ère, la voie était ouverte. Dans diverses régions du globe, les sociétés humaines franchirent un seuil. Elles ne déambulaient plus. Elles étaient désormais sédentaires, liées à la terre, au cycle des semailles et des moissons. De ces commencements naîtraient des villes, des royaumes, puis des empires. L'ère de l'agriculture ne mit pas fin au récit humain. Elle l'accéléra. Plus de nourriture, ce furent davantage d'humains. Plus d'humains, cela signifia davantage d'idées, de conflits, de coopération et de complexité. L'humanité s'engageait désormais sur une trajectoire à sens unique vers les premières grandes civilisations. Au milieu du 4e millénaire avant notre ère, des villages agricoles isolés dans bien des régions de la planète commencèrent déjà à se transformer en quelque chose de radicalement nouveau, des civilisations. Une civilisation était bien plus qu'un établissement. C'était une concentration de personnes, de pouvoirs et de ressources à une échelle jamais tentée. C'était l'existence de villes aux milliers d'habitants, de sociétés administrées, d'une division du travail, d'architecture monumentale, de systèmes d'écriture et de culture complexes. C'était l'époque où les sociétés humaines entraient résolument dans l'histoire. La plus ancienne de ces civilisations fut celle de la Mésopotamie, entre les fleuves Tigre et Euphrate, qui correspond aujourd'hui à l'Irak moderne et à ses régions avoisinantes. Les Sumériens bâtirent, entre autres, Uruk, Ur et Lagash. Ils mirent au point la plus ancienne écriture connue, le cunéiforme, en imprimant des signes sur des tablettes d'argile pour consigner échanges, lois et récits. Les villes mésopotamiennes étaient des merveilles pour l'époque. Elles comptaient de hautes constructions, appelées ziggourats, dressées au-dessus des plaines. Elles abritaient des bazars animés où se pressaient marchands, artisans et paysans. Les cités-États étaient gouvernées par des rois qui promulguaient des lois et commandaient des armées pour mener des guerres de territoire et de ressources. À l'ouest, le long du Nil, s'épanouissait une autre civilisation, l'Égypte antique. Là, des plaines d'inondations fertiles soutenaient d'immenses surplus agricoles, qui permirent l'édification de certains des monuments les plus grandioses de l'histoire. Les pyramides de Gizeh, tombe des grands pharaons, étaient des emblèmes de la souveraineté divine et de l'ambition humaine. La société égyptienne était profondément imprégnée de religion. Le pharaon n'était pas seulement un dirigeant, mais un dieu parmi les mortels.
Le Nil était vénéré comme le dispensateur de la vie et de grands rituels funéraires décrivaient l'au-delà. Dans la vallée de l'Indus, dans l'actuel Pakistan et le nord-ouest de l'Inde, naquirent des villes telles que Harappa et Mohenjo-Daro aux environs de 2500 ans avant notre ère. Elles étaient d'une grande sophistication, avec des rues en damier, des systèmes d'évacuation avancés et des poids et mesures standardisés pour le commerce. Une grande partie de cette civilisation demeure mystérieuse, y compris son système d'écriture, qui n'a pas été entièrement déchiffré. Pendant ce temps, dans le nord de la Chine, le long du fleuve Jaune, se posaient les fondations de l'une des traditions culturelles les plus durables du monde. Les premières dynasties, Xia et Shang, développèrent la technologie du bronze, une agriculture sophistiquée et le culte des ancêtres, qui formèrent le cœur de la civilisation chinoise pendant des millénaires. Des civilisations émergèrent également de façon indépendante dans les Amériques. Les Olmecs méso-américains, considérés comme la culture mère des civilisations ultérieures comme les Mayas et les Aztèques, sculptèrent d'énormes têtes de pierre et bâtirent des centres cérémoniels. Dans les Andes, la civilisation de Norte Chico, sans céramique ni écriture, reposait sur la pêche, l'agriculture et une architecture monumentale. Ces premières civilisations étaient fort semblables, bien que distantes les unes des autres. Toutes instaurèrent des gouvernements centraux pour gérer les ressources et se défendre contre leurs rivales. Elles mirent en place des systèmes de classes avec des élites, des prêtres, des marchands et des gens du commun. Elles progressèrent aussi technologiquement avec l'invention de la roue, de la charrue, du bateau à voile et de la métallurgie. Elles avaient un point commun, la guerre. La guerre pour le territoire, l'eau et les routes commerciales faisaient rage presque partout. L'écriture fut une révolution. Elle permit de consigner des lois, de tenir les comptes des dettes et d'écrire des histoires. Elle fit aussi naître la littérature, de l'épopée sumérienne de Gilgamesh aux hymnes égyptiens et aux textes de sagesse. L'écriture fixa la mémoire, modifiant la manière dont les êtres humains se pensaient et se situaient dans le monde. L'essor des civilisations fut un pas de géant, mais une lame à double tranchant. Les villes apportèrent richesse, innovation et floraison culturelle, mais concentrèrent aussi le pouvoir entre les mains d'une petite élite. Les inégalités s'accrurent. L'esclavage s'étendit à de nombreuses sociétés. Les guerres devinrent plus vastes et plus dévastatrices. Pourtant, rien ne pouvait plus stopper l'élan enclenché. Des bassins fluviaux de la Mésopotamie à l'Égypte, l'Indus et la Chine, le plan de la civilisation s'était diffusé jusqu'à recouvrir la planète. L'humanité avait atteint l'époque où nos plus grandes réussites et nos pires erreurs s'inscriraient dans la pierre, pas seulement pour la mémoire. Les chapitres à venir de notre histoire seraient écrits par des empires, vastes institutions politiques qui remodèleraient la carte et prépareraient l'avènement du monde moderne. Une fois les États constitués, certains devinrent puissants et s'étendirent bien au-delà de la vallée et de la cité où ils avaient vu le jour. Ainsi naquirent des empires, avec des gouvernements et des cultures puissants qui rassemblaient sous une même autorité des femmes et des hommes d'une extraordinaire diversité. Les empires ne naquirent pas seulement de l'ambition, mais de la nécessité. Il fallait des terres pour étendre les sols fertiles, accéder aux ressources et se défendre contre les ennemis. Mais maintenir de si vastes étendues exigeait des armées, des routes et une bureaucratie d'une ampleur jusqu'alors inconnue. L'un des premiers grands empires fut celui de Mésopotamie à l'époque de Sargon d'Akkad, vers 2300 ans avant notre ère. Il rassembla diverses cités-États au sein d'un État unifié, dirigé de manière centrale et relié par un réseau de routes et de mécanismes administratifs destinés à gouverner son empire. Bien que l'empire akkadien ait ensuite disparu, il offrit le prototype de ce qu'est un empire, un pouvoir centralisé, une puissance militaire et une cohésion culturelle. En Égypte, durant le nouveau royaume, de 1550 à 1070 ans avant notre ère, le royaume devint empire. Les souverains d'Égypte, des pharaons comme Thoutmôsis III, étendirent la puissance égyptienne du Levant jusqu'à la Nubie. Les temples colossaux de Luxor et de Karnak n'étaient pas seulement des lieux de culte, mais des démonstrations de puissance. Plus à l'est, sur le plateau iranien, s'étendait l'empire perse, l'un des plus vastes de l'histoire. Au VIe siècle avant notre ère, sous Cyrus le Grand, les Perses édifièrent un royaume allant de l'Indus à la Méditerranée.
Contrairement à la plupart des conquérants, ils se montrèrent relativement tolérants envers les cultures qu'ils incorporaient. Les pratiques religieuses et culturelles non perses étaient en général autorisées, pourvu que les sujets les respectent et se soumettent à la suzeraineté perse. Parmi leurs instruments d'organisation figurait la route royale, qui permettait de transmettre les messages rapidement sur des milliers de kilomètres, et un système de satrapie, des provinces dirigées par des fonctionnaires loyaux. Les Perses montrèrent qu'un autre type d'empire était possible que la seule force brute. On pouvait le maintenir par l'art de l'organisation et la réciprocité. Dans le bassin méditerranéen, de nouvelles puissances émergèrent. Les Grecs, sans constituer à proprement parler un empire, mirent en place un système de cités-États partageant une langue, une religion et une culture commune. Athènes fut un foyer de philosophie, de démocratie et des arts. Sparte un bastion d'une rigoureuse discipline militaire. Quand Alexandre le Grand accéda au pouvoir au cours du IVe siècle avant notre ère, il unifia les cités grecques et lança une campagne qui édifia l'un des plus vastes empires de l'Antiquité, de la Grèce à l'Égypte, à la Perse et jusqu'à l'Inde. Son legs fut la diffusion, à l'échelle du monde ancien, de ce que l'on appelle le monde hellénistique. Rome porta encore plus loin le modèle impérial. Née d'une petite cité-État italienne, Rome grandit par la conquête, les alliances et un génie d'ingénierie hors pair. Au cours du 1er siècle de notre ère, l'Empire romain englobait la majeure partie de l'Europe, de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Les routes, les aqueducs et les villes romaines redessinèrent la carte. Le droit, l'administration et la citoyenneté maintinrent la cohésion de l'Empire, et la langue latine, comme la culture romaine, furent un phare qui, des siècles durant, influença l'Europe. En Chine, sous la dynastie Qin, entre 221 et 206 ans avant notre ère, on réussit là où d'autres dynasties avaient échoué, unifier les royaumes combattants en un seul empire. Qin Shi Huang unifia et standardisa même le système des poids et mesures, la monnaie et jusqu'à l'écriture. Les premiers tronçons de la Grande Muraille furent édifiés pour repousser les invasions venues du nord. Les Qin furent éphémères, mais la dynastie Han qui suivit, de 206 ans avant notre ère à 220 ans de notre ère, étendit les frontières de la Chine, renforça sa bureaucratie et fit naître un âge d'or des sciences, du commerce et de la culture. Les empires furent des moteurs d'innovation. Ils bâtirent des routes, des ports et des villes. Ils facilitèrent le commerce à une échelle jadis inimaginable. Ils mirent en contact étroit des sujets issus d'un nombre littéralement incalculable de langues et de cultures, et de là découla une diffusion culturelle. Mais ils s'appuyèrent aussi sur la conquête, le pillage et une répression souvent brutale des résistances. Aucun empire ne dura jamais. La grandeur même qui les rendait fiers les rendait vulnérables. Les frontières tévisaf étaient difficiles à tenir. Les messages mettaient longtemps à parcourir de grandes distances. Les luttes internes, les tensions économiques et les conquêtes étrangères pouvaient renverser même les plus solides. Mais l'ère des empires a marqué le monde antique et classique. Elle nous a légué des modèles de gouvernement, de droit et de culture qui ont façonné notre monde jusqu'à aujourd'hui. Quand des empires s'effondraient, d'autres émergeaient et prenaient le relais. L'histoire mondiale ouvrait alors une ère nouvelle de religion universelle, de recomposition du pouvoir et d'édification du monde médiéval. Toujours plus vastes et reliant des portions jusque-là disjointes du globe, les empires ne transportaient pas seulement des marchandises et des armées, mais aussi des idées. Parmi les plus puissantes d'entre elles, les cadres religieux et philosophiques furent décisifs et ils allaient remodeler les sociétés humaines pendant des millénaires. Vers le premier millénaire avant notre ère, que d'aucuns ont appelé l'âge axial, une vague de foi révolutionnaire, de nouveaux mondes de pensée et de valeurs apparus sur tous les continents. L'hindouisme se développa en Inde comme un syncrétisme riche et multiforme de traditions, de rituels et de philosophies, centré sur le devoir, dharma, l'acte et ses fruits, karma, et le cycle des naissances et des morts. À partir des mêmes matrices culturelles, l'enseignement de Siddhartha Gautama, le Bouddha, proposa une autre voie, la quête de l'éveil fondée sur la compassion, la lucidité et la libération de l'attachement au monde.
Confucius apprit à la Chine que de bonnes relations, la vertu et le respect du passé engendraient l'harmonie et l'ordre. Au fil des siècles, son enseignement marqua profondément le gouvernement et la société chinois, tandis que le taoïsme mettait l'accent sur l'équilibre et l'harmonie avec la nature. Au Moyen-Orient, le judaïsme formula l'idée d'un Dieu unique, moral, donnant une loi et concluant une alliance avec les Israélites. Cette base monothéiste devait se révéler déterminante dans le développement des religions à venir. Ces systèmes religieux ne restèrent pas cantonnés à leur berceau culturel. Les réseaux de commerce et de conquête bâtis par les empires les transportèrent d'un continent à l'autre. Le bouddhisme s'est diffusé le long de la route de la soie, de l'Inde à l'Asie centrale, puis jusqu'en Chine, en Corée et au Japon. Les cultures hindoues se sont répandues aux quatre coins de l'Asie du Sud et de l'Asie du Sud-Est. La pensée confucéenne et taoïste a guidé les empires chinois et a contribué à influencer des États voisins tels que la Corée et le Vietnam. Au cours des premiers siècles de l'ère commune, deux forces religieuses nouvelles sont apparues sur la scène et allaient révolutionner le monde. Le christianisme, fondé sur le message prêché par Jésus de Nazareth pendant l'occupation romaine de la Judée, prêchait le salut par la foi, l'amour et le pardon. Persécutés au cours des premières années, les chrétiens ont conquis un nombre croissant d'adeptes dans tout l'Empire romain, aidés par les routes, les villes et la langue commune de l'Empire. L'établissement du christianisme au IVe siècle de l'ère commune, comme religion d'État de Rome, a jeté les bases de sa diffusion à travers l'Europe et d'autres régions du monde. L'islam est né dans la péninsule arabique, sous la conduite du prophète Muhammad, au 7e siècle de l'ère commune. En l'espace d'environ un siècle, des guerriers et des marchands musulmans ont propagé cette religion nouvelle de l'Espagne jusqu'à l'Asie centrale. L'islam n'a pas seulement diffusé son message religieux, mais aussi un patrimoine culturel et intellectuel commun. Les progrès en sciences, en médecine, en mathématiques, en architecture et en art se sont épanouis durant l'âge d'or de l'islam. Une religion ne se contentait pas de définir la foi d'une personne, elle organisait la société. Les gouvernements, les lois, l'éducation et les économies étaient souvent étroitement liés au pouvoir religieux. Les temples, les églises, les mosquées et les monastères faisaient aussi office d'école, d'institutions d'assistance sociale et de base du pouvoir politique. Leur expansion a également engendré un brassage culturel. Lorsque les religions s'étendaient à d'autres régions, elles incorporaient des pratiques et des croyances autochtones. Le bouddhisme, en s'étendant en Chine par exemple, incorpora des éléments du taoïsme. Le christianisme, en se diffusant en Europe, conserva des fêtes et une iconographie d'origine pré-chrétienne. L'islam, en se propageant en Afrique, intégra largement des usages locaux tout en conservant en son noyau son dogme. Mais la religion fut aussi un motif de conflit. La rivalité entre croyances engendra des guerres, des persécutions et des croisades. Les idéaux mêmes capables de rallier des millions de personnes à une cause commune pouvaient aussi fracturer la société. Au cours du premier millénaire de notre ère, le monde se trouva de plus en plus relié par le commerce et la religion. La route de la soie reliait la Chine et la Méditerranée. Les échanges de l'océan Indien mettaient en relation l'Afrique orientale, le Moyen-Orient, l'Inde et l'Asie du Sud-Est. Métaux, épices et soieries circulaient le long de ces routes, de même que des idées, des techniques et des enseignements religieux. Cet ensemble d'échanges contribua à façonner les présupposés culturels sur lesquels se bâtit le monde médiéval. Les royaumes et les empires n'étaient plus de simples entités politiques. Ils devinrent aussi conservateurs et diffuseurs de vastes traditions spirituelles. La géographie de la piété humaine n'était plus étroite et intracontinentale, mais ample et intercontinentale, préparant le terrain pour le prochain grand chapitre, une ère de découverte, de conquête et de contact culturel sans précédent. Jusqu'au début du deuxième millénaire de notre ère, les grandes civilisations du monde étaient puissantes, mais jamais inactives. La période médiévale, que l'on appelle en Europe le Moyen Âge, fut un temps à la fois fragmenté et intégré, une époque qui tenait à la tradition tout en s'en dégageant. En Europe occidentale, la chute de l'Empire romain d'Occident au 5e siècle de notre ère avait laissé un patchwork de royaumes et de seigneuries féodales. Le pouvoir était local, centré sur les devoirs vassaliques et chevaleresques et sur la détention de la terre. L'Église catholique jouait un rôle organisateur, structurant la vie spirituelle tout en englobant la politique, le savoir et les arts.
Les cathédrales dominaient les villes, les monastères conservaient le savoir, et les pèlerinages reliant des régions lointaines. Le monde islamique connaissait son âge d'or. À Cordoue et à Bagdad, des savants traduisaient, interprétaient et commentaient les œuvres de l'Inde, de la Perse et de la Grèce antique. Les avancées en algèbre, en astronomie, en médecine et en navigation fleurirent sous le patronage des sultans et des califes. Des réseaux commerciaux couvrant l'océan Indien, le Sahara et la route de la soie reliaient la civilisation islamique à l'Afrique, à l'Asie et à l'Europe. En Asie orientale, la Chine connut sous la dynastie Song un âge d'or d'innovation, armes à poudre, monnaie de papier et techniques d'impression. Les navires chinois, guidés par des boussoles magnétiques, naviguaient à travers et au-delà de la mer de Chine méridionale. Le Japon, autonome sur le plan culturel, tout en s'inspirant de la Chine, élabora un code des samouraïs et une forme syncrétique originale de bouddhisme et de shinto. À travers les Amériques, on trouvait dans l'ensemble des sociétés avancées. Les Mayas édifièrent des villes monumentales remarquables et développèrent un savoir astronomique complexe. Dans les Andes, l'empire Inca prenait forme. Son immense réseau de routes et de terrasses à flanc de montagnes était entretenu. En Amérique du Nord, des chefferies puissantes, comme la civilisation mississippienne, élevaient d'immenses tertres de terre et commerçaient largement. La société médiévale n'échappait pas, elle non plus, à la conquête et à la guerre. Les croisades, une série de guerres saintes entre armées musulmanes et chrétiennes pour la possession de lieux sacrés, apportèrent ravages et échanges. Brutales, ces guerres favorisèrent pourtant les interactions culturelles, le commerce, le partage des savoirs et l'arrivée en Europe de nouveaux produits comme les épices et la soie. L'empire mongol, fondé par Gengis Khan au XIIIe siècle, devint le plus vaste empire terrestre contigu de l'histoire. L'Europe et l'Asie furent, pour la première fois de l'histoire, réunies sous contrôle mongol, ce qui permit le commerce et les échanges culturels le long de la route de la soie. Brutale dans la conquête, la cohésion qu'ils imposèrent à d'immenses territoires permit à des marchands, des savants et des voyageurs comme Marco Polo de circuler entre les continents. L'Europe d'ailleurs sortait à la fin du Moyen-Âge de ces siècles de cloisonnement féodal. La Renaissance, redécouverte des savoirs, des arts et des sciences de l'Antiquité, fleurit à Florence, à Venise et dans d'autres villes. Le commerce engendra la richesse, et les progrès de la construction navale et de l'art de la navigation permirent de naviguer plus loin que jamais. L'âge des découvertes commença officiellement au XVe siècle. Des explorateurs portugais comme le prince Henri le Navigateur cartographièrent les littoraux le long des côtes africaines dans l'espoir de trouver une voie maritime vers l'Asie. Christophe Colomb traversa l'Atlantique en 1492, ouvrant les Amériques à la colonisation européenne. Quelques décennies plus tard, explorateurs et conquistadors relevaient les côtes, revendiquaient des terres et établissaient des routes commerciales internationales. Ces expéditions bouleversèrent le monde. Des marchandises, des êtres humains, des plantes, des animaux et des maladies traversèrent les continents au cours de ce que les historiens appellent l'échange colombien. Des Amériques vers l'Europe arrivèrent les pommes de terre, le maïs et les tomates. Et de l'Europe vers les Amériques, le blé, le bétail et les chevaux. Et hélas, la variole, la rougeole et d'autres maladies, lorsqu'elles frappèrent les peuples autochtones des Amériques, la dévastation fut totale. Ce vaste mouvement fut alimenté par des motivations diverses. La recherche du profit commercial, l'entreprise missionnaire et la diffusion de la foi, la rivalité entre nations et une fascination pure et simple. C'était l'aube d'un véritable contact planétaire, un avant-goût du monde moderne. Mais colonisation, exploitation et bouleversements culturels vinrent s'inviter à une table déjà bien garnie et bigarrée. Ce n'est qu'au XVIIe siècle que l'ère médiévale céda la place à un ordre nouveau, un système mondial connecté, concurrentiel et en perpétuelle mutation. Les empires franchissaient les océans, les idées circulèrent plus vite que jamais, et l'humanité se trouvait au seuil d'un âge d'or de révolutions scientifiques, politiques et industrielles. Jusqu'au XVIIe et XVIIIe siècle, l'histoire humaine accéléra son rythme. Les anciennes structures de pouvoir et religieuses étaient contestées, tandis que de nouvelles idées scientifiques, politiques et relatives aux droits humains gagnaient du terrain. Le monde se trouvait à la veille d'une ère de révolution intellectuelle, politique et industrielle qui allait transformer presque tous les aspects de la vie.
La première vague fut intellectuelle. La révolution scientifique, fondée sur des siècles d'observation et de remise en question, bouleversa la perception que l'humanité avait du monde naturel. Des esprits comme Galilée, Johannes Kepler et Isaac Newton se libérèrent des autorités établies, mobilisant mathématiques et expérimentation pour dévoiler les lois du mouvement, des mouvements planétaires et de la gravitation. Ce que l'on appelait autrefois le savoir cessa de dépendre du caprice de l'autorité ou de la tradition. Il devint vérifiable, attestable et partageable. Vint ensuite le siècle des Lumières, un courant de penseurs convaincus que les questions politiques, sociales et morales pouvaient être abordées par la raison. Des philosophes comme John Locke, Voltaire et Jean-Jacques Rousseau plaidèrent pour les droits des individus, la liberté d'expression et un gouvernement fondé sur le consentement des gouvernés. Ces idéaux se diffusèrent largement par les livres, les brochures et les salons, défiant les monarques et galvanisant les réformateurs. Des révolutions politiques ne tardèrent pas à en faire des réalités. Les colonies se libérèrent de la domination britannique et, en 1776, fondèrent une république guidée par les idéaux des Lumières. À peine 15 années plus tard, la France fut secouée par la Révolution, abolissant la monarchie et proclamant liberté, égalité et fraternité. Ces soulèvements firent office de catalyseurs dans toute l'Europe et les Amériques, où des citoyens contestèrent les privilèges héréditaires et exigèrent une représentation politique. Toutes les révolutions ne furent pas pacifiques, ni toutes fidèles à leurs idéaux. Certaines enfantèrent à la violence, la guerre civile ou la dictature. Pourtant, la carte du monde continuait de se réécrire, et l'idéal de souveraineté populaire ne disparaissait pas. Au même moment, une autre révolution se mettait en place, adolescent Taupas appelait à transformer les économies, les sociétés et le monde, la révolution industrielle. Commencée en Grande-Bretagne à la fin du XVIIIe siècle, elle fut portée par des innovations comme la machine à vapeur, la production de masse de vêtements et une métallurgie améliorée. Les villes virent surgir des usines produisant à des échelles jamais vues. Le charbon et le fer donnèrent ces artères vitales à l'industrie. Les bateaux à vapeur et les chemins de fer réduisirent les distances, transportant personnes et marchandises plus vite qu'auparavant. L'agriculture se mécanisa, améliorant l'approvisionnement alimentaire et soutenant la croissance accélérée des villes. La révolution industrielle apporta des richesses et des opportunités inédites, mais aussi des conditions d'une dureté extrême. Les ouvriers, y compris des enfants, travaillaient toute la journée dans des environnements dangereux. L'air était chargé de fumée et les rivières polluées. Les villes étaient sales et surpeuplées. L'écart entre régions peu développées et mondes industrialisés se creusa et alimenta un élan impérialiste, où les nations réclamaient des matières premières et des marchés étrangers. De tels changements firent naître des mouvements de réforme sociale. L'abolition de l'esclavage, les droits des travailleurs, le suffrage des femmes et l'école publique progressèrent. Les mêmes bouleversements politiques et industriels qui déracinaient l'ancien ordre ouvraient des perspectives nouvelles d'égalité et de justice. Les connexions mondiales s'approfondirent. Le télégraphe permit des communications presque simultanées entre continents. La presse écrite diffusa des nouvelles du monde entier auprès du grand public. Les progrès de la médecine et des sciences prolongèrent l'espérance de vie et améliorèrent la santé publique. Cependant, ces mêmes technologies enfantèrent des guerres plus meurtrières, en facilitant, dans les États industrialisés, la fabrication d'armes de plus en plus destructrices. Vers le milieu du XIXe siècle, les révolutions politiques, industrielles et culturelles n'étaient de plus des événements distincts. Elles se coalisaient et réalignaient les rapports de force à l'échelle mondiale. Des empires anciens s'effondrèrent ou évoluèrent. De nouvelles nations émergèrent. Et le rythme de l'accélération s'intensifia, propulsant l'humanité vers une ère de guerre mondiale, de migration de masse et de révolution technologique qui définirait l'ère moderne. Au début du XXe siècle, la planète était plus interconnectée, industrialisée et interdépendante que jamais. Des chemins de fer et des bateaux à vapeur relièrent les continents, des câbles télégraphiques envoyèrent des messages à travers les océans en quelques minutes. Le commerce mondial était florissant, et d'immenses empires s'étendaient sur des millions de kilomètres. Mais sous la surface, des rivalités, des sentiments nationaux et des tensions politiques couvaient, prêts à déborder et à se muer en les guerres les plus meurtrières que l'humanité ait jamais connues. La première déflagration survint en 1914.
Il s'agissait d'un système d'alliance, de l'élan expansionniste de l'impérialisme et de sentiments nationalistes, déclenché lorsque l'archiduc François-Ferdinand d'Autriche-Hongrie fut assassiné à Sarajevo. Ce qui aurait pu être une guerre provinciale devint la Première Guerre mondiale, impliquant les puissances européennes, leurs colonies et d'autres. Ce fut une guerre d'une ampleur et d'une intensité inimaginables jusque-là. Les mitrailleuses, l'artillerie, les gaz toxiques et les chars transformèrent les champs de bataille en abattoirs. L'impasse de la guerre de tranchées sur le front occidental vit des millions d'hommes mourir pour quelques mètres de terrain. Les économies nationales furent engagées et les citoyens souffrirent des pénuries, des bombardements et des épidémies. Lorsque les conflits armés cessèrent, en 1918, plus de 16 millions d'hommes avaient été tués. Le traité de Versailles redessina les frontières, imposa à l'Allemagne des réparations colossales et sema des graines de ressentiment qui germeraient au cours des décennies suivantes. Les années d'entre-deux-guerres furent des années d'espoir et de crise. Des avancées scientifiques, technologiques et culturelles se diffusèrent, du cinéma et de la radio à l'avion et à l'art moderne. La Grande Dépression des années 1930, en revanche, démantela des économies à l'échelle mondiale et engendra des extrémismes politiques. Des régimes autoritaires se formèrent, prônant une résurgence nationale par le militarisme et la conquête en Allemagne, en Italie et au Japon. 1939 fut l'année où le monde plongea dans une nouvelle guerre, plus meurtrière encore, la Seconde Guerre mondiale. Déclenchée par l'attaque de l'Allemagne contre la Pologne, la guerre engloutit bientôt l'Europe, l'Afrique, l'Asie et le Pacifique. Car les destructions furent d'une ampleur colossale. Des villes furent réduites en ruines et en cendres. Des sociétés entières furent disloquées. La Shoah, perpétrée par l'Allemagne nazie, assassina 6 millions de Juifs et des millions d'autres personnes jugées indésirables par l'État. Les campagnes de l'Empire japonais entraînèrent des atrocités de masse en Corée, en Chine et en Asie du Sud-Est. Ce fut aussi une bataille de technologie contemporaine. Le radar, la propulsion à réaction et le décryptage pesèrent sur l'issue des campagnes. En 1945, les États-Unis larguèrent des bombes atomiques sur les villes japonaises d'Hiroshima et de Nagasaki. Le Japon fut contraint de se rendre et le monde prit la mesure de l'effroyable puissance de la bombe atomique. Plus de 70 millions de personnes avaient péri lorsque les hostilités cessèrent. La carte du monde fut redessinée sur le plan politique. Les vieux empires européens furent défaits. Les États-Unis et l'Union soviétique, en tant que superpuissance, se retrouvèrent empêtrés dans une rivalité idéologique et géopolitique connue sous le nom de guerre froide. Dans son sillage furent également créées de nouvelles institutions internationales. L'Organisation des Nations Unies fut instituée pour renforcer la coopération et la paix. Le système de Bretton Woods offrit une plateforme à une nouvelle économie mondiale. Les anciennes colonies d'Asie, d'Afrique et du Moyen-Orient commencèrent à accéder à l'indépendance et la carte du monde fut redessinée. La première moitié du XXe siècle avait mené l'humanité à ses limites de destruction autant qu'à ses capacités de renouveau. Les guerres avaient suscité des avancées titanesques en médecine, en sciences et dans les communications, mais avaient aussi laissé de profondes cicatrices. Alors que le monde entrait dans la seconde moitié du siècle, l'enjeu serait d'apprendre à naviguer dans un monde appelé à être défini par la puissance nucléaire, les désaccords idéologiques et l'accélération incessante que la science et l'industrie rendèrent possible. Dans la première moitié du XXe siècle, le monde devenait de plus en plus interconnecté, industrialisé et interdépendant. Les trains et les paquebots à vapeur relièrent les continents. Des câbles permettaient aux messages de franchir les océans en quelques minutes. Le commerce international était en plein essor, et d'immenses empires s'étiraient sur de vastes distances. Mais sous la surface, la politique, les alliances et le nationalisme faisaient fermenter des tensions qui débordèrent et conduisirent aux guerres les plus meurtrières que les êtres humains aient jamais connues. Son premier choc fut 1914. L'engrenage des alliances, l'impérialisme expansionniste et des politiques nationalistes s'embrasèrent lorsque l'archiduc François-Ferdinand, figure de la monarchie austro-hongroise, fut assassiné à Sarajevo. Ce qui aurait pu n'être qu'un conflit périphérique s'intensifia et se transforma en Première Guerre mondiale, engloutissant des nations dans toute l'Europe, des colonies et d'autres territoires. Ce fut une guerre d'une ampleur et d'une férocité jusqu'alors inimaginables. Les mitrailleuses, l'artillerie, les gaz toxiques et les chars firent des champs de bataille des champs de mort.
Sur le front occidental, la guerre de tranchées installa une effroyable impasse au cours de laquelle des millions périrent pour quelques mètres de terre. Les économies civiles furent entraînées dans la guerre et les populations souffrirent des pénuries, des bombardements et des épidémies. Quand la guerre prit fin en 1918, plus de 16 millions de personnes avaient été tuées. Le traité de Versailles redessina les frontières, imposa de brutales représailles à l'Allemagne et sema des graines de ressentiment qui prospérèrent au fil des décennies suivantes. Les années d'entre-deux-guerres furent à la fois crise et promesse. Sciences, arts et technologies s'épanouirent, de la radio et du cinéma à l'aviation et aux arts modernes. La Grande Dépression des années 1930, cependant, ruina les économies du monde et attisa les extrêmes politiques. L'Allemagne, le Japon et l'Italie virent des gouvernements totalitaires accéder au pouvoir, prônant un redressement national par la puissance militaire et le gain territorial. 1939 fut le moment où le monde fut de nouveau secoué par une guerre mortelle, la Seconde Guerre mondiale. Elle fut déclenchée lorsque l'Allemagne nazie envahit la Pologne. La guerre s'étendit bientôt à l'Afrique, à l'Asie, au Pacifique et à l'ensemble de l'Europe. La dévastation fut énorme. Des villes furent détruites, des populations furent déplacées. L'Allemagne nazie commit la Shoah qui tua 6 millions de Juifs et des millions d'autres personnes jugées indésirables par le régime nazi. Les campagnes de l'Empire japonais entraînèrent des massacres de masse dans toute la Chine, en Corée et en Asie du Sud-Est. Ce fut aussi une course aux avancées technologiques. Le radar, la propulsion à réaction et le décryptage modifièrent l'issue des campagnes. En 1945, les États-Unis bombardèrent les villes de Hiroshima et de Nagasaki avec des bombes atomiques, contraignant le Japon à capituler et révélant au monde l'effroyable puissance des armes nucléaires. Après la fin de la guerre, plus de 70 millions de personnes avaient perdu la vie. La carte politique du monde s'en trouvait bouleversée. Les vieux empires européens étaient brisés. L'Union des républiques socialistes soviétiques et les États-Unis émergèrent comme superpuissances et s'engagèrent dans une rivalité idéologique et géopolitique connue sous le nom de guerre froide. Cette recomposition engendra aussi de nouvelles institutions mondiales. L'Organisation des Nations Unies fut créée pour maintenir la paix et la coopération internationale. Le système de Bretton Woods posa les bases d'une nouvelle économie mondiale. Les colonies d'Asie, d'Afrique et du Moyen-Orient commencèrent à accéder à l'indépendance, reconfigurant la carte du monde. Cette période avait révélé à l'humanité à la fois son pouvoir de détruire et son pouvoir de reconstruire. Les guerres avaient propulsé la médecine, la science et les communications dans une croissance exponentielle, mais elles avaient aussi profondément labouré le globe. Le monde entrait dans la seconde moitié du XXe siècle et l'épreuve consistait à trouver l'équilibre dans un univers défini par les armes nucléaires, la compétition idéologique et un rythme de changement de plus en plus accéléré émanant de la science et de l'industrie. Avec la fin de la Seconde Guerre mondiale, le monde était devenu bipolaire, dominé par deux puissances, l'Union des républiques socialistes soviétiques et les États-Unis. Leur affrontement n'était pas seulement militaire, c'était une lutte idéologique entre communisme et capitalisme, démocratie et parti unique. Cette lutte et ce conflit, la guerre froide, allaient structurer la politique mondiale pendant près d'un demi-siècle. Au lieu d'un affrontement direct, les grandes puissances recoururent à des guerres par procuration, aux manœuvres politiques et à une course aux armements qui menaça de mettre en péril la survie de l'humanité. La constitution d'arsenaux nucléaires fit naître un délicat équilibre de la terreur appelé « destruction mutuelle assurée ». Toute guerre impliquant une confrontation directe mettrait en danger la survie de la civilisation elle-même. La guerre de Corée au début des années 1950 et la guerre du Vietnam dans les années 1960 et 1970 furent sans doute les cas les plus visibles de guerre par procuration, chaque superpuissance soutenant le camp opposé. Coups d'État, révolutions et guerres civiles en Afrique, au Moyen-Orient et en Amérique latine furent souvent attisés par la compétition de la guerre froide. L'espace constitua un troisième théâtre de compétition. En 1957, le lancement surprise par les soviétiques du satellite Spoutnik fit l'effet d'un électrochoc mondial. L'humanité pouvait envoyer des objets puis, plus tard, des personnes hors de la planète. Les États-Unis répondirent avec le programme Apollo,
dont l'apogée fut les premiers pas sur la Lune en 1969. La course à l'espace n'avait rien d'une expérience de laboratoire. La science y était un champ de bataille au service de la fierté nationale, de la suprématie technologique et de la puissance mondiale. Par ailleurs, sur leur propre sol, les deux grandes puissances affrontèrent des tensions internes. Aux États-Unis, le mouvement des droits civiques s'opposa à la ségrégation et à la discrimination raciale, remportant d'importantes victoires juridiques, mais suscitant aussi une résistance farouche. Dans l'Union des républiques socialistes soviétiques et ses États satellites, la dissidence fut trop souvent réprimée par la censure, l'emprisonnement ou pire. Malgré ces tensions, les années de la guerre froide furent aussi une période de progrès scientifique et technologique stupéfiant. Le développement du transistor en 1947 et celui des microprocesseurs au cours des années 1970 fournirent de la plateforme de la révolution numérique. Les ordinateurs, initialement de la taille d'une pièce et contrôlés par les gouvernements et les grandes entreprises, devinrent plus rapides, plus compacts et omniprésents. Dès les années 1980, des fissures apparurent. Le pays traversait une stagnation économique, une décrépitude politique et une frustration croissante. Son emprise devenait fragile. Des politiques de réforme comme la glasnost, c'est-à-dire l'ouverture, et la perestroïka, c'est-à-dire la restructuration, tentèrent de revivifier la nation, mais ne firent qu'accroître les appels au changement. En 1989, le symbole public de la guerre froide, le mur de Berlin, s'effondra. L'Union des républiques socialistes soviétiques n'existait plus, et la compétition bipolaire s'acheva en l'espace de 2 années. Les États-Unis demeuraient la seule superpuissance, et l'ensemble du globe pouvait aspirer à une ère nouvelle de coopération et de paix. Mais la fin de la guerre froide coïncida avec une autre révolution, plus profonde, l'ère de l'information. Internet, conçu à l'origine comme un réseau d'informations à usage militaire, commença à relier entre eux, partout dans le monde, les universités, les entreprises, puis les foyers. Le courrier postal laissa place au courrier électronique. Les encyclopédies furent supplantées par des sites web. Des informations qui exigeaient auparavant des jours, voire des semaines, devinrent accessibles instantanément. La mondialisation s'accéléra. Les innovations en matière d'échange et de transport réduisirent les distances économiques entre les pays. Les multinationales acquirent une influence encore plus grande. Les échanges culturels s'intensifièrent de manière exponentielle. La musique, le cinéma et les biens immatériels franchissant les frontières à des vitesses autrefois inimaginables. Mais l'ère de l'information apporta aussi son lot de défis inédits. Les emplois migrèrent d'un continent à l'autre à la recherche de coûts de main-d'œuvre plus bas. Les écarts se creusèrent entre ceux qui disposaient d'un ordinateur et ceux qui en étaient dépourvus. De nouvelles formes de criminalité proliférèrent, des intrusions informatiques à la fraude sur Internet. Au seuil du XXIe siècle, l'humanité avait ouvert une nouvelle page où l'interconnexion mondiale, la communication et les technologies de l'information devenaient la norme du quotidien. Ce siècle ne serait pas plus paisible. Les vieilles rivalités et de nouveaux défis se profilaient à l'horizon, annonçant un nouveau millénaire agité. Le XXIe siècle s'ouvrit sur une note à la fois lumineuse et inquiétante. La guerre froide n'était plus qu'un vestige du passé, le progrès technologique gagnait en vitesse à un rythme fulgurant et la mondialisation rapprochait le monde plus étroitement que jamais. Mais quelques années plus tard, l'évidence s'imposa. Ce nouveau siècle aurait sa part de maux, anciens et nouveaux. L'attaque du 11 septembre 2001 contre les États-Unis surprit le monde et inaugura une nouvelle ère de sécurité internationale. Les États-Unis et leurs alliés répondirent par l'invasion de l'Afghanistan et de l'Irak, cherchant à déraciner les cellules terroristes et à renverser des gouvernements jugés agresseurs. Ces guerres allaient couver pendant des décennies, redessinant la géopolitique et suscitant des controverses sur l'ingérence, les droits humains et l'équilibre entre sécurité et liberté. Parallèlement, l'économie mondiale était plus interconnectée que jamais. Les chaînes d'approvisionnement mondiales s'étendèrent sur plusieurs continents. Les marchés financiers d'un continent pouvaient réagir presque instantanément à une information venue d'un autre. Mais avec une telle intégration, surgissaient aussi des périls.
La crise financière de 2008, déclenchée par l'éclatement de la bulle immobilière des États-Unis, entraîna une récession mondiale, plongeant des millions de personnes dans le chômage et la perte de leur logement, et sapant la confiance dans les institutions économiques. Les avancées technologiques s'accélérèrent. Les réseaux sociaux et le smartphone révolutionnèrent de la manière dont les citoyens communiquaient, s'informaient et se mobilisaient politiquement. YouTube, Twitter et Facebook offrirent aux citoyens des capacités inédites pour diffuser rapidement des idées et de la désinformation. Ils permirent aussi des formes de mobilisation de base, comme lors du printemps arabe de 2011, où des outils numériques ont suscité des soulèvements populaires à grande échelle. Les scandales liés à la vie privée et aux manipulations numériques mirent en lumière la face sombre de l'ère des réseaux. Les progrès scientifiques et médicaux apportèrent de l'espoir et soulevèrent des défis éthiques. Des outils d'édition génétique tels que les courtes répétitions palindromiques groupées et régulièrement espacées permettraient de mettre des maladies héréditaires en rémission, mais testeraient les limites de l'intervention humaine en biologie. L'intelligence artificielle passait de la science-fiction à la réalité, alimentant tout, des systèmes de recommandation aux voitures sans conducteur. Une prise de conscience se faisait aussi jour quant aux besoins environnementaux urgents de la planète. Le réchauffement climatique, enclenché au fil des siècles par l'industrialisation humaine, commençait à annoncer sa présence par l'élévation du niveau des mers, des tempêtes toujours plus violentes et des vagues de chaleur records. Des accords mondiaux, tels que les accords de Paris sur le climat, tentèrent de limiter le réchauffement, mais la progression resta lente et les désaccords sur les responsabilités et les charges économiques perdurèrent. La pandémie de maladie à coronavirus 2019, commencée en 2019, fut une prise de conscience de la vulnérabilité humaine face aux urgences mondiales. En quelques mois, elle se propagea à toutes les régions du monde, surchargeant les systèmes de santé, perturbant les économies et modifiant la vie quotidienne, à l'échelle locale, pour environ 1 milliard de personnes. En outre, la pandémie accéléra des tendances déjà à l'œuvre vers le télétravail, le commerce électronique et une priorité renouvelée accordée à la santé publique. La géopolitique franchit une nouvelle étape. L'ascension de la Chine en tant que grande puissance, sur les plans militaires et économiques, remit en cause l'hégémonie de longue date des États-Unis. Des guerres régionales en Afrique, au Moyen-Orient et en Europe orientale se poursuivirent, alimentées par des combinaisons complexes de ressentiments historiques, de compétition pour les ressources et d'affrontements idéologiques. La cyberguerre et la manipulation de l'information firent leur entrée comme nouveau théâtre de conflits à la frontière indécise entre la guerre et la paix. Mais à ces tensions répondirent des coopérations mondiales, qu'il s'agisse d'éradiquer des maladies ou d'explorer l'espace. À l'avant-garde des voyages spatiaux, aux côtés des institutions nationales, le secteur privé s'engagea dans des missions qui ne visaient plus seulement l'exploration, mais l'installation d'une présence humaine sur la Lune et sur Mars. Dans les années à venir, l'humanité sera façonnée par la manière dont nous mobiliserons des forces déjà à l'œuvre. Progrès technologique, transformation environnementale, évolution démographique mondiale et nécessité d'une gouvernance planétaire sur une Terre interdépendante. Les décisions collectives des prochaines décennies feront la différence entre un 21e siècle de progrès et de coopération et un 21e siècle de crise et de guerre. L'humanité a parcouru un immense chemin, des petites bandes de chasseurs-cueilleurs jusqu'à une espèce tournée vers la technologie et présente aux 4 coins du globe. La saga est loin d'être terminée. À vrai dire, on serait tenté de dire qu'elle ne fait que commencer. Des premiers humains faisant leurs premiers pas sous le soleil africain jusqu'au bourdonnement des jungles urbaines embrasées par la lumière électrique, notre histoire est une chaîne continue d'adaptation, d'élan et d'évolution. Elle a à la fois été faite d'essais et d'erreurs, de triomphes et de défaites, d'idées portées par-delà les mers et les siècles. Nous avons commencé comme des nomades, vulnérables, interrogatifs et entièrement dépendants de la terre qui nous portait. Nous avons appris à façonner la pierre en outil, à créer le feu, à communiquer et à raconter. Ces premiers pas nous ont distingués de toutes les autres créatures, non parce que nous étions les plus forts, mais parce que nous pouvions imaginer ce qui n'existait pas encore. L'agriculture nous a fixés au sol, les villages sont devenus des bourgs, les bourgs des villes, et les premières civilisations ont prospéré au bord des grands fleuves. Nous avons construit des temples, des palais et des murailles. Nous avons inventé l'écriture pour nous souvenir de ce que nos seules voix ne pouvaient apporter. Nous avons consigné des lois, des histoires et des mythes, les léguant aux générations futures. Les empires nous ont enseigné les potentialités et les risques de l'échelle.
Ils ont montré que des sociétés humaines pouvaient relier des continents, unissant des dizaines de millions de personnes sous des systèmes communs d'échange, de gouvernement et de croyances. Ils ont montré aussi comment le pouvoir, lorsqu'il se centralise, peut engendrer à la fois la stabilité et la tyrannie. La philosophie et la religion ont construit nos univers moraux. Elles nous ont apporté des réponses aux questions restées sans réponse et des visions de la manière de vivre ensemble. Des Védas à la Bible, du Coran à Confucius, d'Aristote au Bouddha, la sagesse des âges résonne encore aujourd'hui dans les valeurs et les débats de l'époque contemporaine. Le Moyen-Âge nous a rappelé que l'histoire est toujours en mouvement. Malgré les périodes de division et de guerre, le savoir a voyagé sur le dos du commerce, franchissant les frontières culturelles. L'Orient et l'Occident furent reliés par les Mongols. L'âge d'or de l'islam a préservé et enrichi les savoirs des mondes antiques. La Renaissance européenne a ravivé l'appétit de découvertes qui allait déborder dans l'âge des grandes découvertes. Une ère nouvelle est arrivée par vagues de révolutions. La science a transformé notre vision de l'univers. De nouvelles idées politiques ont contesté l'autorité des rois et des empires. La révolution industrielle a changé notre façon de vivre, de travailler et de voyager, apportant des facilités à beaucoup, mais aussi des inégalités croissantes. Le XXe siècle nous a mis à l'épreuve jusqu'à l'extrême. Nous avons vécu 2 guerres mondiales qui ont révélé les sommets de notre génie et les abîmes de notre capacité de destruction. Nous avons connu la guerre froide qui a placé la planète au bord de l'anéantissement nucléaire. Mais le même siècle nous a vu décoder le génome humain, fendre l'atome et marcher sur la Lune. Aujourd'hui, au XXIe siècle, nos machines sont plus rapides, plus compactes et plus intelligentes. Internet a fait du monde une toile de communication instantanée. Nous pouvons combattre des maladies grâce au génie génétique. Nous commençons à faire apprendre, raisonner et générer des systèmes d'intelligence artificielle. Nous pouvons désormais modifier le climat de la planète pour le meilleur comme pour le pire et, peut-être bientôt, vivre au-delà d'elle. Au fil de tout cela, certaines tendances persistent. Nous grandissons, nous inventons, nous bâtissons des communautés qui deviennent des sociétés et des sociétés qui deviennent des civilisations. Nous rivalisons et nous coopérons, parfois dans des proportions à peu près égales. Nos créations les plus profondes naissent non de l'isolement, mais de la connexion, de la rencontre des esprits, du brassage des cultures et du partage des connaissances. Mais l'histoire ne cesse d'avertir. Des civilisations se sont effondrées et d'autres s'effondreront. Les ressources s'épuiseront, la confiance se perdra et des acquis seront défaits. Notre existence n'a jamais été garantie. Chaque génération naît avec les outils et les problèmes hérités de la précédente, et ce sont nos choix qui déterminent ce qui sera transmis ensuite. L'humanité se tient aujourd'hui à un carrefour. Nous faisons face à des défis mondiaux. Changement climatique, migration de masse, pandémie, bouleversements technologiques et possibilité de nouvelles formes de conflits. Mais nous possédons aussi des outils et des connaissances que nos ancêtres n'auraient pu imaginer. Nous avons la capacité de collaborer en temps réel à travers les continents, de capter l'énergie solaire et éolienne, d'envoyer des sondes sur d'autres planètes et de comprendre mieux qu'aucune génération avant nous à quel point toute vie sur Terre est interconnectée. La question n'est pas de savoir si l'histoire va continuer. Elle continuera. La question est de savoir si nous en tirerons des leçons. Allons-nous poursuivre nos cycles d'ascension et de chute qui ont marqué notre passé, ou allons-nous les rompre ? Cette même énergie qui a construit les pyramides, cartographié les étoiles et fendu l'atome, saura-t-elle aussi inventer un avenir équitable et durable ? Notre voyage des groupes nomades de fugitifs aux civilisations mondiales a duré des dizaines de millénaires, mais à l'échelle cosmique de l'univers, ce n'est qu'un début. C'est la même curiosité qui poussa nos ancêtres à quitter le berceau africain de l'humanité et qui nous inspire aujourd'hui à viser au-delà des étoiles. Si nous sommes sages, les prochains chapitres de notre histoire s'écriront non seulement sur notre monde, mais aussi dans le système solaire et le vaste cosmos. L'histoire des êtres humains continue de s'écrire dans les laboratoires et les salles de classe, dans les parlements et les manifestations, et dans les décisions quotidiennes prises chaque jour par des milliards d'individus. C'est notre récit, et chacun de nous est en train de l'écrire. Du premier jaillissement de la flamme à la lueur de l'écran d'un smartphone, nous avons toujours été une espèce exploratrice, créative et conteuse. Et tant qu'il y aura des voix pour la raconter, cette histoire ne connaîtra jamais de fin.